Bonjour à tous, aujourd'hui dans les dessous de la faille, on va parler de la cité-état de Piltover. Donc, pour résumer brièvement, Piltover est situé sur un isthme entre le continent de Shurima et le continent de Valoran. C'est une riche ville dont l'économie repose sur le commerce et qui est motivée par le progrès. Cette ville est réputée pour être un haut lieu culturel à Runeterra composé de beaucoup d'ateliers et de commerces. C'est à Piltover que l'on développe la technologie Hextech. On peut noter que sous Piltover se trouve une autre cité-état beaucoup plus pauvre du nom de Zone, et ces deux cités-états ont des interactions complexes et reprennent un peu le concept de ville haute, ville basse de Metropolis. Pour rentrer un peu plus dans les détails, la ville de Piltover est composée de trois quartiers principaux. Piltover Nord, situé côté Valoran, Piltover Sud, situé côté Shurima, et le quartier de la Falaise, entre les deux. Le lieu de pouvoir le plus important se situe à Piltover Nord. C'est la cour du Vent Bleu dans lequel vivent les personnalités les plus influentes de la cité. En effet, derrière ces murs fortement gardés se trouvent les manoirs des plus gros clans de Piltover, dont celui du clan Diopara dans lequel le laboratoire de Jace se trouve. Toujours dans le quartier nord, on trouve l'Institut d'horlogerie. C'est ici que l'on y développe la technologie Hextech pour le plus grand plaisir des inventeurs. On peut aussi citer la ménagerie du comte May, qui est un zoo, l'établissement de Emmerdinger, dans lequel ce dernier vend ses inventions, la maison des Revek, qui était un horloger père de Oriana, et enfin la maison de la guilde des explorateurs de Piltover, dans lequel les explorateurs s'organisent pour trouver des artefacts archéologiques pour les étudier ou les placer dans des musées. Le quartier est desservi par la promenade croissante, qui est la rue principale à la mode avec bon nombre de cafés, bistrots et autres restaurants, ainsi que l'arcade Drosmith contenant de petits théâtres. Le quartier sud est desservi par l'avenue Sidérale qui est la rue principale du quartier. Les rumeurs disent qu'elles sont pavées d'or, mais en fait c'est totalement faux. La place centrale de la rue est ornée par l'Inconium Runeterra de Zindello, une machine hors d'usage dont la légende dit qu'en état de marche, elle serait capable de localiser n'importe quel individu dans Runeterra. Sur l'avenue Sidérale toujours, on peut trouver les coffres mécaniques et les coffres elliptiques qui sont deux des plus grosses banques de la ville. Plus largement dans le quartier sud se trouve la pourvoirie de Zali vendant tout un tas de vêtements, de matos et de guides aux explorateurs et aux mercenaires. C'est aussi dans ce quartier que se situe la maison d'Ezreal qui abrite bon nombre d'objets qu'il a trouvés lors de ses explorations. Le quartier de la Falaise est probablement le plus important. En effet, une ville commerciale se trouvant sur un point de passage d'une route maritime se doit d'avoir des docks fonctionnels. Piltover n'en fait pas exception. Le quartier de la Falaise abrite des docks accessibles par les portes du soleil qui permettent de faire passer les bateaux de part et d'autre de l'isthme de Piltover. J'avoue que j'ai pas trop compris comment ça marche, mais bon, si la ville est une route commerciale importante, c'est probablement que ça fonctionne. Bref, c'est dans ce quartier que se croise un nombre incalculable de bateaux venant de tous les états du monde et faisant de Piltover la plaque tournante du commerce de Runeterra. Sur Runeterra, on trouve plusieurs petites villes indépendantes des 13 factions principales, mais fortement sous influence de Piltover et du clan piltoverien Medara. Ces villes exportent énormément vers Piltover et on peut en compter 6. 3 à l'ouest très éloignées de Piltover, 2 villes à côté de la cité et une troisième un peu plus à l'écart qui lui permettent de servir d'avant-poste sur le bras de mer situé à l'est de Piltover. Commençons par les 2 villes situées à proximité de Piltover. Oldrum est situé sur le continent de Valoran, au nord-est de Piltover, et exporte principalement des perles et de la sauce poisson, tandis que Kumangra, situé au sud, sur le continent de Shurima, est connu pour ses oiseaux chantants et son marché de la musique. A l'extrême nord-est du continent de Shurima, on trouve la ville d'Argilapolis située aux abords de la jungle d'Ishtal. Elle permet de mettre la côte nord-est de Shurima entièrement sous l'influence de Piltover. La ville exporte de la brique de schiste rouge et le fruit Napoti. Le jeu en vogue à Argilapolis s'appelle la main du Kraken et ça a l'air d'avoir des règles assez compliquées et ça se joue avec des cartes et des dés à tentacules. Sous l'influence de Piltover, il y a aussi 3 villes très éloignées à l'ouest. Tout d'abord, totalement enclavée en territoire noxien sur le continent de Valoran, on trouve la ville de Roche-Muraille qui exporte son lait à Piltover. Escoralba est une ville située dans une zone tampon entre Demacia et Noxus et exporte armes, armures et des fruits à Piltover. La dernière ville est nommée Orma et est située sur une île au nord-ouest de Shurima et elle y exporte des œufs de poisson et du cuir. Finalement, la seule ville indépendante de Runeterra mais dont je n'ai pas trouvé de source qui indique une influence de Piltover, c'est la ville de Boleam, enclavée entre le territoire noxien et une chaîne de montagnes. Elle n'a pas d'ouverture sur la mer, ce qui peut expliquer pourquoi Piltover n'a pas de lien commercial avec cette dernière. Pour en revenir à la ville de Piltover, elle est contrôlée par une union de clans mercantiles qui ont chacun un représentant et des armoiries. Les clans se font le devoir de mener la cité vers le progrès en investissant dans l'innovation. Il y a aussi plusieurs autres institutions importantes pour Piltover, comme l'Académie de Techmaturgie qui développe les technologies Hextech, les gardiens du SWAT chargés de protéger la ville et la guilde des explorateurs. L'État dispose aussi de navires de guerre pour protéger son port.
Piltover a sa propre monnaie. En anglais, les 3 pièces de monnaie s'appellent Golden Axes, Silver Gear et Bronze Washers, ce que moi je traduirais par les axes d'or, les engrenages d'argent et les rondelles de bronze. Il n'est pas impossible qu'au vu de la puissance économique de Piltover, cette monnaie soit utilisée un peu partout sur Runeterra. Niveau fête, la plus connue est le Jour du Progrès qui est un festival annuel. C'est le jour anniversaire de l'inauguration des portes du soleil permettant de circuler d'un bout à l'autre de l'isthme et de faire de Piltover la plaque tournante du commerce de Runeterra. On y célèbre le progrès en faisant des réductions de prix et en récompensant les esprits les plus brillants de Runeterra par des prix. Oui, les prix c'est important à Piltover. Allez, passons à la partie langage. Piltover et Zone partagent un argot et un système d'écriture. Les argots étant plutôt parlés dans les couches populaires, donc probablement plutôt à Zone, on va plutôt se concentrer sur leur système d'écriture et on parlera de la langue dans la vidéo sur Zone. Donc, pour les nombres, ça a l'air de s'inspirer des chiffres romains. Par contre, j'avoue ne pas savoir ce qui correspond à quoi. Pour les lettres, je vous laisse regarder par vous-même. Vu la complexité des symboles, je soupçonne que ce ne sont pas vraiment des lettres, mais plutôt que chaque symbole désigne un mot, comme en chinois ou dans les hiéroglyphes égyptiens. Donc on pourrait mixer plusieurs symboles pour faire une phrase. Mais enfin, pour le coup, là ce n'est que pure supposition, et je vous invite à écrire dans les commentaires votre hypothèse favorite. Passons à la partie relations internationales. Zone se situant sous Piltover, les rivalités entre les deux villes sont très grandes. Néanmoins, elles cohabitent plutôt pacifiquement et les expériences interdites à Piltover sont faites à Zone. Pour Shurima, comme les aventuriers de Piltover emploient très souvent des guides shurimiens, et le commerce entre les ports de Shurima et ceux de Piltover sont fréquents, les relations sont plutôt bonnes. Depuis que Ixtal a massacré des mineurs de Piltover et que Piltover a riposté en massacrant un village d'Ixtal, les relations entre Ixtal et Piltover sont très tendues et un rien pourrait déclencher une guerre. Mais comme vu dans la vidéo sur Ixtal, les deux états auraient beaucoup à gagner à une collaboration mutuelle. Pour Bilgewater, Piltover tolère les pirates qui peuvent pas mal commercer, mais qui vont parfois voler des objets Hextech qu'ils vont pouvoir revendre sur le marché noir de Bilgewater. Noxus a besoin de passer par Piltover pour desservir ses territoires les plus avancés par bateau. Ils se doivent de maintenir de bonnes relations avec Piltover. Mais c'est justement aussi parce que Piltover est un endroit stratégique que Noxus lorne sur la ville et les infiltre. C'est donc tout logiquement que Piltover se méfie de Noxus et les relations sont donc ok mais un peu tendues. Demacia et Piltover entretiennent de bonnes relations. La science est plutôt bien accueillie à Demacia et je suppose que les deux nations doivent commercer entre elles. On en arrive à la dernière partie de la vidéo, les 12 champions du jour. Commençons par Caitlyn. Née dans une riche famille d'artisans Hextech de Piltover, un jour du fête du progrès, ses parents ont disparu. Et après avoir enquêté elle-même, elle a réussi à les délivrer sans réussir à coincer le coupable. Et c'est ça qui va lui faire naître sa vocation. Elle ouvre donc un cabinet de détective privé, ce qui lui permet de mieux comprendre le fonctionnement de la société, ainsi que les différentes classes sociales de Piltover. Après plusieurs francs succès, elle devient shérif de Piltover, puis est associée à une jeune recrue en provenance de Zone nommée Vi. Elles formèrent rapidement un duo de choc. Vi a été trouvée seule dans un couffin à 2 places et donnée dans un orphelinat à Zone. Elle a dû apprendre à survivre dans les bandes des quartiers malfamés de Zone. Néanmoins, son credo était de ne jamais voler à ceux qui ne pouvaient se permettre de perdre ce qu'elle prenait et de ne pas blesser sans raison. Un jour, elle s'engagea dans un casse avec une bande rivale. Tout se passait bien jusqu'à ce que la bande rivale enferma les ouvriers dans la mine, forçant Vi à récupérer des gants chimiques et creuser une galerie pour les sauver. Le lendemain, elle tabassa la bande rivale. Dans une période de tension entre Piltover et Zone, elle fut employée par les gendarmes de Piltover sans trop qu'on sache pourquoi. Elle avait aussi remplacé ses gants chimiques par des gants Hextech. Camille est née dans le clan très riche des Féroces, qui produisent en grande quantité des ex-cristaux synthétiques et pourraient être une des causes de la pollution à Zone. Camille a été choisie par sa famille pour recevoir une éducation très riche lui permettant de parler bon nombre de langues de Runeterra et d'être formée au combat et à l'espionnage. À 25 ans, sa famille est attaquée et ses 2 parents meurent. Classique. Camille ne s'en remet pas et Stevan, son frère, prend les rênes de la famille. Un jour, il embauche un cristallographe du nom d'Hakim. Camille lui demande une amélioration Hextech pour reprendre confiance en elle et naît une idylle entre les deux êtres. Mais ils commencèrent à se demander si les conséquences de l'opération pourraient mettre un terme à leur amour. Le doute s'installe, mais suite à une mise en scène de Stevan, Camille a finalement choisi la protection de sa famille à Hakim. Et une fois l'opération faite, ce dernier démissionne et se tire ailleurs. Camille se plonge dans le travail et continue d'améliorer son corps à grands coups d'Hextech.
Le temps passe, Camille est incapable de prendre du repos et enchaîne les missions toujours plus ardues les unes que les autres, sans prendre la moindre ride à cause de son corps qui n'a plus grand chose d'humain. Un jour, elle découvre la mise en scène qu'avait faite Stevan pour la pousser à faire l'opération et elle décide de reprendre la tête de la maison. Ezreal est un fils d'explorateur élevé par des professeurs chargés de lui apprendre la cartographie, la mécanique Hextech et l'histoire de Runeterra, et il était très doué. Ses parents ont fini par disparaître dans la quête du tombeau de Nezuc, et Ez, refusant d'admettre qu'ils avaient péri, se met à leur recherche, abandonnant ses cours et explorant le désert de Shurima jusqu'à tomber sur la fameuse tombe de Nezuc, dans lequel il trouva un gantelet lui permettant de se téléporter. Depuis ce jour, il continue de chercher des reliques, espérant toujours un retour de ses parents. Jace est né à Piltover et élevé avec les valeurs piltoveriennes d'innovation et de progrès. Doué en mécanique, il fut rapidement recruté par le clan Giopara. Trop doué, il finit par devenir antipathique pour ses collègues et finit par s'isoler et se lia d'amitié avec Victor, un Zonite. Ils bossent ensemble sur un exosquelette, mais Victor voulait ajouter dans le prototype une puce qui empêche le libre arbitre pendant le travail. Jace dénonce donc son ami qui est déchu par la communauté scientifique. Un jour, Jace étudie un cristal très puissant. Victor le vole. Jace arrive donc dans le repère de Victor et une bataille éclate, ce qui détruit le repère. Victor disparaît et les exploits de Jace lui permettent de recevoir le titre de Protecteur du futur. Le père est mentor d'Oriana et Corinne Revek, un artisan Hextech spécialisé dans la confection de membres Hextech. Un jour, une catastrophe chimique a lieu à Zone, et Oriana décide d'aller aider les Zonites. Problème, les produits chimiques qu'elle a inhalés pendant son action humanitaire l'ont empoisonnée. Son père a donc dû remplacer ses poumons par des poumons Hextech. Mais le poison continue de se propager, et Corin a dû remplacer la totalité du corps de sa fille par des membres Hextech à l'exception de son cœur. Oriana peut vivre à peu près normalement, mais son père vieillissant, elle se met en quête d'un cristal Hextech pour prolonger sa vie. Mais une fois obtenu, elle a peur que le cristal ne soit trop puissant pour un corps humain. Elle décide de donner la dernière partie humaine de son corps à son père, son cœur, et utilise le cristal pour le remplacer. Résignée, elle accepta son statut de demoiselle mécanique et partit du foyer familial. Alistar est un minotaure qui vivait paisiblement dans un village minotaure de la chaîne de montagnes qui fixe la frontière entre Piltover et Noxus. Un jour, il se trouve attiré hors de son village par une ruse noxienne. Il profite de son absence pour massacrer sa famille et détruire le village. Ivre de tristesse, Alistar a déchaîné sa colère sur une troupe d'élite noxienne. Les Noxiens ont quand même fini par le maîtriser et au lieu de le tuer, l'ont envoyé combattre dans des arènes. Il finit par être libéré par une servante et devient le porte-parole de ceux que l'Empire Noxien opprime. Passons maintenant aux Yordle dont je n'ai pas parlé dans la dernière vidéo et dont certains sont totalement intégrés à la société de Piltover. Cecil B. Ermininger est un scientifique inventeur Yordle de renom de Piltover. Il est passionné par son travail et cherche à répondre aux questions les plus compliquées de l'univers et lâche parfois quelques théories complètement opaques et ésotériques. Considérant que le savoir doit être partagé, il enseigne à ceux qui le demandent. Corki est un pilote d'une machine volante inventée par les Yordle à Piltover. Membre de l'escadron des serpents volants chargés de protéger Bundle, il voyage dans les cieux de Valoran en faisant des acrobaties pour le plus grand plaisir des spectateurs. Contrairement aux autres Yordles amateurs de chaos, Poppy est une Yordle qui aime l'ordre. Il y a très longtemps, fascinée par la rigueur d'un bataillon, elle décide de les rejoindre et fut prise en apprenti par le commandant Orlon armé d'un marteau. Le but de Orlon était de fonder une cité nouvelle, Demacia. Quand il meurt, il confie son marteau à Poppy lui expliquant qu'il était destiné au héros de Demacia. Sans comprendre que ce fameux héros c'était probablement elle, Poppy a juré de trouver ce héros. Gnar est un Yordle énergique et tout mignon qui vivait à des temps anciens dans les terres du nord de Runeterra. Un jour, il a trouvé une mâchoire d'un druvasque dont il se servait comme un boomerang. Le temps passe jusqu'au jour où il monta dans les pics d'une chaîne de montagnes où se trouvaient des Yordles blancs. Et puis, Vel'Koz apparut. Menaçant ses amis, il fut pris d'une immense colère et devient très grand et féroce. Il balança des cailloux aux monstres qui esquivaient, jusqu'à ce qu'une magie élémentaire congelât le Yordle sur place. Il dormit dans la glace de très nombreuses années. Puis, quand il sortit du givre, il vit que la terre avait changé mais que son boomerang était toujours là. Après tout, c'est le plus important. Veigar est un Yordle qui a étudié les arts mystiques. Il fut capturé puis emprisonné par Mordekaiser qui l'obligea à travailler pour lui. La captivité l'a rendu complètement fou et une fois libre, il jura de gagner le respect par la peur. Son bâton diabolique en main, il cherche à mettre tout le monde à genoux et à devenir le maître du mal, en tout cas dans la région autour de Boleam.
Bon, le souci c'est que pour le moment, ces actions comme trucider des brigands et des sorcières sont considérées comme étant bénéfiques et non maléfiques par la population. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous préférez conquérir en asservissant économiquement un autre pays plutôt qu'en l'écrasant militairement, vous pouvez le dire dans les commentaires.